Le patrimoine des politiques, vous avez vu la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a publié les déclarations de patrimoine et d'intérêt de 30 membres du gouvernement de Sébastien Lecornu. Alors, bon, c'est vrai qu'on est un petit peu... on fait notre... comment dire, on garde. Alors, j'ai vu par exemple le Premier ministre Sébastien Lecornu se démarque par un compte courant négatif. Il est à moins 559 € selon sa déclaration. Voilà. Il est Premier ministre d'une France tout à fait confort. Donc, il a une maison de 254 mètres carrés à 770 000 €. Il a une maison de 89 mètres carrés à 150 000 €. Quand même, le Premier ministre, je veux dire, ça rapporte la politique finalement. Parce qu'il n'a fait que de la politique toute sa vie. Oui. Bon. Et il a un terrain d'une valeur de 100 000 €, mais il a son compte courant, moins 159 €. Ça, c'est pas bien. Il est en rouge. Alors, il a peut-être le droit, le droit à être découvert. Bon. Alors, Laurent Nunez, il est très riche, Laurent Nunez. Il est ministre de l'Intérieur. Lui, il déclare plus de 208 000 € d'épargne entre ses différents comptes. Il a une maison de 160 mètres carrés dans le Cher, qui est estimée à 100 000 €. À mon avis, ça vaut peut-être un peu plus quand même. 100 000 €, une maison de 160 mètres carrés, ainsi qu'un appartement de 35 mètres carrés dans le Var, valorisé à 200 000 €. Il déclare 2 autres logements, un à Paris, 354 000 €, et un autre dans le Cher, à 30 000 €. Alors ça doit être un petit logement. Laurent Nunez. Donc, qui a 2 maisons perd la raison. Ah, je connaissais Cadet Roussel à 3 maisons, mais c'est quoi votre slogan? Qui a 2 maisons perd la raison? Vous devriez connaître parce que c'est d'Éric Romer. Oui. Qui a 2 maisons perd la raison? Et qui a 2 femmes perd son âme. Oui, voilà. Oui, ça sûrement. Et alors, quel est le plus riche? Vous savez quel est le plus riche? Quel est le plus riche de tous les ministres? Quel est le plus riche? C'est Roland Lescure. Pour d'autres ministres, le patrimoine... Comment? Le plus à gauche. C'est le plus à gauche, c'est normal. C'est le plus à gauche. Oui, évidemment. Ça, il a été longtemps, il a géré un fonds de pension au Québec et il a beaucoup d'argent là-bas. Alors Roland Lescure, mais c'est très bien, il possède 3 appartements, dont 2 à Paris, une maison dans les Pyrénées-Atlantiques, il a 3,5 millions d'euros. Alors Gérald Darmanin, moi je suis très inquiet parce que la déclaration la plus modeste pour le garde des Sceaux, il a 513 €, il a rien. Il a 3 comptes courants, un avec 513 €, 49 € et même 0 €. Il a un logement. Il a un livret A et il a un logement estimé à 225 000 €. Mais le sujet C'est-à-dire qu'il dépense tout ce qu'il gagne? Je sais pas, il dépense tout, oui. Non, mais c'est quand même inquiétant parce qu'il a des enfants. Il est panier percé, le président, comme on disait jadis. Le vrai sujet dans ces déclarations, c'est que vous avez 14 ministres qui, parce qu'ils ont occupé des fonctions dans le privé, ne peuvent pas parler de certains sujets, doivent se déporter, comme on dit, de certains sujets. Par exemple, Serge Papin, qui est ministre des PME, ne peut pas parler de l'entreprise Auchan, parce qu'il y a eu un rôle important, et c'est 14 ministres comme ça. Jean-Noël Barrot, par exemple, a travaillé chez Uber, il peut pas... Chez Uber, Jean-Noël Barrot? Oui, il peut donc pas aborder ce sujet. Ah bon? Si un jour il y avait un sujet du Quai d'Orsay sur Uber, il ne pourrait pas... Et Amélie de Quels sont les 6 dont on ne connaît pas Madame Pégard, par exemple. Comment? Madame Pégard, elle n'a pas déclaré pour l'instant. Pourquoi elle n'a pas déclaré, Madame Pégard? Elle était fraîchement nommée, là, il y a eu un remaniement, donc eux ont un petit délai supplémentaire. Ah oui. Madame de Montchalin, elle est riche. Elle a une maison de 210 mètres carrés dans la capitale, estimée à 1 million d'euros. Attendez, une maison de 200 Une maison de décès. Une maison à 1 million d'euros? Une maison dans la capitale à 1 million d'euros. 210 mètres carrés. C'est pas trop les tarifs, parce que là, c'est plutôt un appartement à Paris, c'est un appartement de 80 mètres carrés qui coûte 1 million d'euros. Si j'ai un emprunt, bien sûr, parce que 210 mètres carrés à 1 million, je vais plus de la revendre demain, forcément. Mais comment est-ce que c'est perçu par les Français? C'est un peu sous-déclaré, à mon avis. J'en sais rien. Est-ce qu'ils se disent Gérald Darmanin s'est vraiment mal débrouillé, vraiment? Non, ils ne disent pas ça. Là, il y en a qui vraiment se... Écoutez, en même temps, il n'y a pas de fortune considérable, quoi. Quand on regarde combien est payé un ministre... Je suis d'accord avec vous. Quand on regarde aux États-Unis... 10 600 €. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait les payer plus. Pour un ministre, c'est quand même un cadre dirigeant. Si vous voulez, il faut regarder un peu. Dans le précédent gouvernement. Regardez le salaire à France Télévisions. Mais c'est pas Non, mais oui, évidemment. Là, je vous parle du salaire, moi. Le salaire, c'est plus du Ou salaire. d'une maison d'édition. Et du patrimoine. Ou d'une maison d'édition. Il vaut mieux être édité. Là, on est un peu tombé de notre chaise. Mais c'est vrai que parmi le flot d'informations que nous avons et parfois de témoignages que nous avons, certains nous marquent davantage. Et hier à l'Élysée, je pense que beaucoup ont été très émus et très frappés par ce que disaient ces policiers de la BRI qui recevaient l'insigne de la Légion d'honneur, la fierté qu'ils avaient, pas la vanité, la fierté. Ils étaient avec leur famille, ils étaient honorés. 10 ans plus tard, l'appartenance au corps d'élite, la volonté d'être utile dans une vie fait que il y a une fierté de soi
qui était perceptible lorsqu'on les écoute. Donc je vous propose vraiment de les écouter, ces hommes. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi 10 ans? Ça ne marche pas. Pourquoi 10 ans? Moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais Georges Fenech nous expliquait qu'il y avait des militaires qui étaient postés de la Sentinelle, voilà, qui étaient postés devant le Bataclan. Ils étaient là par hasard ce soir-là. Et les policiers ont demandé à ce qu'ils puissent entrer visiblement ou même à prendre leurs armes. Et dans ces cas-là, c'est le ministre de l'Intérieur, ça remonte immédiatement la demande au ministre de l'Intérieur. Et visiblement, ce soir-là, le ministère de l'Intérieur, qui était Manuel Valls, je pense, a dit non. Et ce que disait Georges Fenech, je l'ai entendu, Georges Fenech, c'est que cette parole n'a pas forcément été acceptée en haut lieu, et ce qui expliquerait ces 10 ans. Il y a une petite guerre des polices, finalement. Mais ouais, là, on n'est pas dans la police, là. Non, mais guerre des services, voilà. Georges Fenech avait mené une commission d'enquête. Voilà, une commission d'enquête. Remarquable commission d'enquête parlementaire sur ce sujet. Mais ce qu'on peut écouter, c'est... 10 ans. Oui, il a fallu attendre 10 ans. Je suis d'accord, Olivier, mais j'ai pas envie d'entrer. Ça peut vous surprendre peut-être. J'ai pas envie. Je n'ai plus envie de faire de polémique. Voilà. C'est fini. La polémique est derrière nous. C'est même pas une question de polémique. Il y a une question que je n'ai pas trouvé la réponse dans la presse. Que ça m'intéressait. Je me disais, comment se fait-il que ces gens étaient oubliés, entre guillemets, oubliés pendant aussi. J'entends, mais je retiens leur message de. C'est pas de polémique, ça. Ah, si. Mais on peut se demander pourquoi il faut 10 ans pour déterminer si quelqu'un est un héros ou pas. Écoutez, Non, mais pourquoi, par exemple, les gens de la BAC 75 ne sont pas récompensés, sont toujours en attente? Comment ça se fait que ça prend autant de temps? Écoutez, il y a des bracelets de Légion d'honneur qui sont décernés. C'est pas très compliqué. Pour des gens qui le méritent un peu moins. Là, je ne veux pas entrer dans la polémique non plus, mais je le fais quand même. Mais c'est vrai. Voilà, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une cérémonie très émouvante, mais qui laisse un petit goût d'inachevé, un peu d'amertume. Écoutez, il y a des personnes qui sont récompensées 80 ans plus tard, des soldats de 44 qu'on récompense 80 ans plus tard. Si c'est ça, là. Si c'est ça arrive, vous le savez bien. Vous le savez bien. Bon, écoutez ces hommes, voyez. Je voulais être positif et vous cherchez comme ça. Vous avez raison d'ailleurs. Non, moi, c'est une vraie. Je vais vous dire, c'est une vraie question que je me suis posée. Oui. Hors tout esprit de polémique. Oui. Comment ça s'explique? Mais vous venez de le dire. Vous voulez redire une troisième fois ou écoutons ces hommes que je voulais vous faire écouter parce que c'était leur émotion qui m'intéressait. On est honoré que justement la nation prenne en compte ce qui a été fait ce soir-là. Et ça nous touche particulièrement d'être là, présent avec le président, avec nos familles. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Ça représente beaucoup pour nous d'avoir pu amener notre famille à cet événement. Et c'est quelque chose qui restera gravé. Comme le 13 novembre restera gravé dans nos mémoires, cette journée-là, elle restera gravée aussi dans nos mémoires. C'est un immense honneur, c'est une grande fierté. La Légion d'honneur, c'est la plus belle des décorations. Donc c'est vraiment une reconnaissance de la nation. Ça fait vraiment plaisir pour nous, pour le service, la famille qui nous encourage tous les jours. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup d'émotions d'un coup, surtout le petit film juste avant, on revit les événements. Donc il y a beaucoup de peine. Et puis là, c'est de la joie, malheureusement, parce qu'en fait, il y a la famille, la reconnaissance de la nation. On pense aux victimes, malheureusement, voilà, qui sont restées il y a quelques années, qui sont décédées. Donc c'est vraiment une drôle de sensation aujourd'hui. Et en miroir de cette cérémonie, je le disais, il y avait l'hommage très émouvant. C'était dimanche. Au sergent-chef Florian Montorio, quand on voit ses compagnons d'armes autour du cercueil qui repart pour Paris, ils regardent cet homme qui est dans le cercueil, ça pourrait être l'un d'eux, et c'est leur engagement au péril de leur vie. C'est pas rien quand même dans une vie. Et c'est le sens du sacrifice, non pas pour sauver ta femme, pour sauver ton enfant, mais pour sauver des gens que tu ne connais pas. Au nom d'une certaine idée. C'est admirable. Oui, on vit en plus dans une époque qui a tendance quand même souvent à brouiller la frontière entre héros et victimes. Aujourd'hui, dans notre société, on prend de plus en plus en considération les victimes. Vous savez que François Hollande avait créé une médaille de la victime, ce qui me paraît un peu contradictoire dans les termes, même si effectivement on doit un grand respect aux victimes. Enfin, donner une récompense pour le fait d'avoir été victime, moi, ça me semblait un peu contradictoire, la médaille de la victime. Donc là, je trouve ça bien qu'on donne comme ça, qu'on valorise les héros, ceux qui prennent des risques, ceux qui
ceux qui mettent leur vie en danger alors qu'ils n'étaient pas forcément obligés de le faire. Et je trouve que c'est bien. Ça montre aussi une époque où on cherche, je pense, des figures héroïques. On retrouve ces figures de l'héroïsme après une confusion peut-être qui avait. On écoute le président Macron. On écoute le président Macron hier qui a rendu hommage à ces hommes. Grâce à vous tous ici, il faut le dire avec force, ceux qui nous haïssaient n'ont pas eu le dernier mot. Les terroristes du 13 novembre ont été terrassés sur le moment par la force, mais au long cours par la force d'âme qui anime celles et ceux qui puisent au plus profond de leur volonté, parce qu'ils savent que la cause qu'ils défendent est la plus juste des causes, celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, celle de la République française. Bon, et vous les connaissez, ces hommes, puisque vous avez été en contact régulièrement Non, je connais le régiment, parce que le 17e RGP, c'est lui qui a déminé le centre-ville de Beyrouth, qui était le lieu clos où s'affrontaient les milices pendant tout le début de la guerre civile. Et en 82, après le départ des Palestiniens, c'est le 17e RGP qui a neutralisé tous les engins qui piégeaient chaque appartement, chaque immeuble de cette jungle qui était devenue le centre de Beyrouth. Après, il y a eu une grande opération immobilière qui a permis d'enrichir d'une manière scandaleuse Hariri et les siens. Et le CMRGP, avec ses blindés, etc., et avec ses démineurs, a vraiment nettoyé le centre-ville pour en faire un endroit qui revienne à la vie. Et c'était vraiment un grand espoir. Alors après, le sergent-chef, là, il est mort sous le béret des casques bleus, sous le casque bleu des soldats de la paix. Sauf que 48 ans pour une mission intérimaire au sud Liban et être soldat de la paix en plein milieu de la ligne de front, au milieu du champ de bataille en quelque sorte, à quelque chose d'un peu absurde quand même, vous me l'avouerez. Évidemment, quand on s'enrôle dans les paras, on sait que sa vie, sa propre vie, on la met en jeu. Mais moi, ce qui me frappe, c'est un héros sans aucun doute. C'était en plus un type, quand on regarde ses états de service, absolument remarquable. Il avait d'ailleurs eu la médaille militaire, qui vaut la Légion d'honneur, pardonnez-moi, à mes yeux en tout cas. Mais c'est un mort on n'attend pas 10 ans parce qu'il est mort. Et tout de suite, on reconnaît son sacrifice. Et on lui rend hommage. Et tout le monde applaudit. Tout le monde se tait et admire. Mais il est mort. Il n'a pas vaincu. C'est pas une victime. Mais le Hezbollah est toujours là. Et défie les casques bleus et défie l'ordre des choses. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant, parce qu'il y a une réponse politique à apporter. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est moi, ce qui me frappe, c'est quand je regarde les gens de la BRI, les héros aujourd'hui, ils sont tous masqués. Ils se cachent. En général, vous mettez le ruban écarlate ou la rosette à votre revers, ça brille la nuit. C'est pour qu'on vous admire. Là, les types, ils avancent avec le passe-montagne sur le visage. Je comprends qu'il y ait des raisons de sécurité. Mais ça ne vous dérange pas, vous, que les héros se cachent aujourd'hui dans la société civile ou qu'ils soient morts? Ça pose quand même un petit problème, non? C'est les forces spéciales qui sont toujours le visage dissimulé. C'est les forces spéciales. Le RAID, la BRI font partie de ces forces. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas, et c'est important, me semble-t-il. On reproche parfois aux journalistes de ne pas mettre en avant parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, pour reprendre une expression célèbre. C'est important, me semble-t-il, de célébrer. Attendez-moi, Pascal, mais Vincent, vous dites c'est les forces spéciales, c'est normal. Les forces spéciales dans l'armée, on affronte l'ennemi, on fait de l'infiltration derrière les lignes ennemies. Oui. Donc il est normal qu'on ne soit pas identifiable. Mais en France, quel est l'ennemi de la BRI? De qui est-ce qu'il se protège? Qu'on les reconnaisse pas, Vincent. Moi, je vous demande. Qu'on les reconnaisse pas. Et alors, mais pourquoi? Parce que. donc il y a une force ennemie à l'intérieur. Non, mais c'est ça. Mais attendez, pardonnez-moi. Mettez les sous-titres. Il y a donc dans le pays des gens qui servent l'État et qui peuvent être menacés parce qu'ils servent l'État. Par une puissance. Mais par une puissance ou pas, par n'importe qui, par n'importe quelle personne. C'est tout à fait normal. Non, mais c'est pas normal, mais vous en pensez une porte ouverte. Il y a 20 ans, c'était comme ça. Oui, il y a 20 ans, les gens du RAID. Et dans 10 ans, et dans 20 ans, et 30 ans, c'est le fonctionnaire de mairie qui sera obligé de se cacher. Vincent, les gens du RAID ont toujours été masqués. Il y a 30 ans, quand vous voyez la maternelle de Neuilly, ils sont tous masqués. Non, mais bah oui, quand Nicolas Sarkozy sort de la maternelle de Maït, de la maternelle de Neuilly, pardonnez-moi, une des questions qui se posent, c'est aussi qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'islamisme soit quand même soutenu par une partie des forces politiques françaises, plus ou moins directement? Comment se fait-il qu'on soit passé de ces héros à un slogan qui est crié dans les manifestations « La police tue ». Non, la police ne tue pas, la police sauve des vies. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Et qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Quel est ce délabrement? Quelle est cette... D'abord, il y a beaucoup de choses. Il y a une force politique. Et puis, il y a, dans l'espace médiatique, journalistique, un traitement de ces sujets-là où les policiers sont souvent mis en accusation. Désolé de le dire. Il y a une petite, il y a une petite musique. Il y a une petite musique chez nos confrères où la presse traite particulièrement mal la police. Depuis des années, on est anti-police. Voilà. Bon.